Un commerçant itinérant aperçoit une noble dame assise seule sur un banc, en train de déguster un sandwich qui a l'air vraiment appétissant. Il s'approche d'elle et lui demande s'il peut y goûter. La dame accepte volontiers, car elle est toujours heureuse de partager ses repas avec les autres. Elle fouille dans son panier de pique-nique et prépare un sandwich pour l'homme. Quand il le goûte, il est ravi par son goût délicieux, alors il demande à la dame si elle accepterait de lui donner la recette. Cependant, il aurait probablement dû poser cette question avant de le manger, car la jeune fille l'informe que le sandwich contenait de la viande de loup à cornes noires. Le marchand s'excuse maladroitement et vomit à côté d'un arbre, car il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle lui donnerait un sandwich à la viande de monstre. Les Blackhorns sont connus pour leur chair toxique, ils pensent donc que la jeune femme doit être folle pour en manger aussi nonchalamment, mais même si elle est bizarre, elle n'est pas stupide. Elle a fait beaucoup d'efforts pour traiter la viande afin qu'elle soit suffisamment sûre à manger, mais jusqu'à présent, personne n'a été assez ouvert d'esprit pour donner une chance à sa cuisine. Quelques jours plus tard, Melf assiste à un banquet et ne se lasse pas de la grande variété de viande qu'elle peut déguster. Tout ici est à la fois délicieux et bien présenté. Elle a donc du mal à choisir quoi manger ensuite, mais avant qu'elle ne puisse s'éloigner toute seule, Madame Talbot s'approche et lui rappelle qu'elle n'est pas là pour la nourriture. Le banquet d'automne est un prétexte pour tous les nobles du pays de se réunir et de nouer des relations entre eux pour des raisons politiques. En clair, Melf est là pour trouver un autre type de viande. Elle ne voulait pas vraiment venir, car elle savait qu'elle s'ennuierait à mourir, mais sa belle-mère a menacé de l'envoyer dans un monastère et de la faire devenir nonne si elle ne se fiançait pas avant la fin de l'année, elle n'avait donc pas le choix. Son père n'était pas aussi insistant, mais il lui a tout de même demandé de trouver quelqu'un rapidement, c'est pourquoi elle a accepté de participer à cet événement. Cependant, les choses ne se passent pas bien pour elle, car tous les nobles présents la reconnaissent comme la monstrueuse mangeuse de viande et ne veulent pas avoir affaire à elle. Elle décide de se rendre dans une autre partie de la fête où la plupart des chevaliers se sont rassemblés, et elle prévoit de trouver un chevalier qui n'a pas entendu les rumeurs à son sujet et de le convaincre de l'épouser avant qu'il ne découvre son petit passe-temps, mais avant qu'elle ne puisse parler à qui que ce soit, une grande agitation éclate lorsque plusieurs nobles crient que des monstres attaquent le banquet. On ne peut pas dire que ce soit surprenant, car cela devait forcément arriver quand on organise un banquet avec des tonnes de nourriture au milieu de la forêt, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant. Melf se met à courir avec le reste des nobles, tandis que les chevaliers se précipitent pour affronter le monstre, mais elle remarque alors un couple de personnes âgées à proximité qui semblent avoir des difficultés. Elle s'approche pour leur demander si tout va bien, mais bien que le couple ne soit pas blessé, la canne de l'homme vient de se casser, et il ne peut plus se relever tout seul. Melf propose de l'aider à se mettre debout afin qu'ils puissent tous quitter les lieux, et ils lui sont reconnaissants de son aide, mais à ce moment-là, leurs yeux s'écarquillent car il y a quelque chose d'énorme derrière Melf. Elle se retourne et est choquée de voir une corne noire sauvage se dresser juste devant elle. Elle a encore le temps de s'enfuir sans que le monstre ne la remarque, mais si elle le fait, le couple de personnes âgées sera en danger. Elle commence donc à crier pour attirer l'attention du monstre et l'inciter à la suivre loin des personnes âgées. Elle est heureuse d'avoir réussi à les sauver, mais elle ne peut pas courir plus vite que lui, donc cela pourrait bien être la fin pour elle. Cependant, alors qu'elle est sur le point d'être piétinée, un chevalier solitaire se précipite et décapite la corne noire d'un seul coup. Il s'agit de Rogier Galbraith, connu sous le nom de « Duc sanguinaire », en raison de sa cruauté au combat. Les gens ici semblent vraiment aimer les ragots, car Rogier vient de leur sauver la vie, mais ils sont trop occupés à murmurer à quel point il est terrifiant pour le remercier comme des gens normaux. Melf se tait lorsqu'elle réalise que l'homme qui se tient devant elle est le célèbre Duc sanguinaire. Elle ne sait pas si les rumeurs le décrivant comme un tueur en série sanguinaire sont vraies ou non, mais cela n'a aucune importance pour elle à ce moment-là, car Rogier est bien trop séduisant pour qu'elle s'en soucie. Elle se lève et se présente à lui, ce qui surprend Rogier, car la plupart des femmes auraient déjà pris la fuite dans une situation comme celle-ci. À ce moment-là, Melf remarque que du sang de Blackhorn coule vers la bouche de Rogier, et elle lui demande frénétiquement de l'essuyer avant qu'il ne l'ingère accidentellement, car le sang d'un Blackhorn corrompu est incroyablement toxique pour les humains, et même s'il n'était pas corrompu, elle sait par expérience personnelle que l'ingestion du sang cru d'une bête provoque une diarrhée sévère. Rogier ne sait pas quoi dire à ce moment-là, car il n'a jamais rencontré une fille qui en sache autant sur les monstres, et Melf se rend vite compte qu'elle a peut-être effrayé en parlant trop. Rogier apprécie l'inquiétude de Melf, mais il a déjà préparé de l'eau bénite pour faire face à une éventuelle intoxication sanguine. Il en propose même à Melf, car même si elle n'a probablement pas avalé de sang, il vaut mieux être prudent. Rogier remarque alors que sa robe est couverte de sang, il lui propose donc de l'emmener quelque part pour qu'elle puisse en changer, mais bien que Melf apprécie le geste, elle lui dit que ce n'est pas nécessaire. Le sang de monstre se lave très facilement avec un peu d'eau chaude et du bicarbonate de soude, sa robe n'est donc pas abîmée, mais ce n'est pas ça à quoi Rogier faisait allusion. La plupart des nobles sont dégoûtés à l'idée de porter des vêtements tachés de sang de monstre, ils se demandent donc pourquoi cela ne semble pas la déranger. Sans réfléchir, Melf laisse échapper qu'elle massacre des monstres tout le temps, elle a donc l'habitude d'être couverte de sang de temps en temps.
Rogier est choquée d'apprendre que Melf massacre des monstres, et elle se rend compte qu'elle en a trop dit, alors elle s'excuse, mais au lieu d'être dégoûté par elle, Rogier éclate de rire, car il se souvient d'avoir entendu des rumeurs selon lesquelles Melf mangeait des monstres, et il n'arrive pas à croire que ce soit vrai. Les monstres de ce monde sont très différents des animaux ordinaires. En raison de l'énergie magique que contient leur corps, la consommation de viande de monstres provoque généralement des vomissements et de la fièvre. C'est pourquoi elle est généralement jetée, mais Melf a toujours trouvé cela du gaspillage. Il est inutile de le cacher maintenant, elle admet donc que les rumeurs sont vraies et que lorsqu'elle regarde ce cadavre là-bas, la seule chose à laquelle elle peut penser, c'est à quel point la viande serait savoureuse, mais elle se rend compte que le dire à voix haute rend les choses encore pires. À ce stade, elle s'attend à ce que Rogier s'éloigne maladroitement d'une minute à l'autre, alors elle affiche son plus beau sourire, je ne sais plus quoi faire, et attend de voir ce qu'il va faire, mais il s'avère que Rogier est en fait enchanté par le joli sourire sur le visage couvert de sang de Melf, à tel point qu'il peut à peine la regarder dans les yeux. Il lui prend donc la main et commence à l'éloigner de la fête. Au bout d'un moment, Rogier se rend compte qu'il devrait probablement dire quelque chose pour que la situation ne devienne pas gênante, alors il demande à Melf si la viande du monstre a vraiment bon goût. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un pose cette question à Melf, mais généralement, cela ne se termine pas bien lorsqu'elle donne une réponse honnête. Elle dit à Rogier que la viande de Blackhorn a en fait un goût très similaire à celui du bœuf, mais alors que la plupart des gens ricaneraient et ignoreraient son opinion en la qualifiant de folie, Rogier semble la prendre au sérieux, ce qui est une première pour elle, et elle en est donc très heureuse. Elle poursuit en expliquant que pour rendre la viande comestible, il faut éliminer toute la magie qu'elle contient, ce qui est facile à faire pendant le processus de saignée. Rogier lui demande alors si elle accepterait d'en préparer pour lui. Melf répond qu'elle serait ravie de le faire, mais elle le prévient que la viande provenant d'animaux fous comme celui qu'il a tué aujourd'hui a tendance à être un peu difficile à digérer, même avec une préparation adéquate. Il devra donc attendre qu'elle puisse se procurer de la viande non corrompue. Rogier dit qu'il attend cela avec impatience, mais en attendant, il veut quand même offrir à Melf une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer, alors il la ramène au pavillon de sa troupe. Le subordonné de Rogier, Kos, vient l'accueillir à son arrivée, et après que Melf se soit présenté, il reçoit l'ordre de lui trouver une nouvelle robe pour qu'elle puisse se changer. Pendant ce temps, Rogier l'emmène dans l'une des tentes et lui prépare un petit bain d'eau chaude afin qu'elle puisse se laver le visage pour enlever le sang. Melf insiste sur le fait qu'il n'a pas besoin de se donner tant de mal pour elle, d'autant plus qu'il a beaucoup plus de sang de monstre sur lui qu'elle. Elle dit à Rogier qu'il devrait d'abord se laver lui-même, mais c'était déjà son intention, et il a déjà commencé à retirer sa chemise. Il ne voit rien de mal à cela, car il le fait tout le temps, mais Melf, en revanche, est extrêmement troublée. Elle a déjà vu des chevaliers retirer leur chemise pendant les séances d'entraînement, mais cela fait toujours battre son cœur plus fort à chaque fois. Rogier lui demande si quelque chose ne va pas, et Melf ne veut pas mentir, alors elle avoue qu'elle admirait son incroyable physique. Rogier ne s'est jamais vraiment soucié de son apparence physique, mais il s'entraîne souvent pour pouvoir combattre régulièrement des monstres, il est donc naturel qu'il soit musclé. Melf l'a trouvé cool lorsqu'il a décapité le Blackhorn, alors elle lui demande si elle pourrait apprendre à faire la même chose. Rogier répond que n'importe qui peut apprendre à faire ce qu'il a fait, mais que dans le cas de Melf, ses bras ne sont pas assez musclés pour cela, et qu'il vaut mieux qu'elle le laisse se battre. Il lui demande s'il y a un monstre en particulier qu'elle aimerait affronter, car il serait prêt à le chasser pour elle. Dès qu'il dit cela, les yeux de Melf s'illuminent, car il y a tant de choses qu'elle meurt d'envie de goûter. Mais à ce moment-là, Kos revient et réprimande légèrement Rogier, car il trouve inapproprié qu'il soit à moitié nu devant une jeune femme comme elle. Rogier rétorque qu'il n'a enlevé que sa chemise, qu'il n'est donc pas complètement dénudé, mais quoi qu'il en soit, cela reste inapproprié. Peu après, Melf a enfilé la robe que Kos lui a préparée, et elle adore son motif. Rogier dit qu'il a emprunté cette robe à la reine il y a quelque temps et qu'il trouve qu'elle lui va très bien, mais pendant tout ce temps, il tient la tête de la Corne Noire, et tous ces hommes sont choqués que Melf ne semble pas s'en soucier. La plupart des dames se seraient évanouies si Rogier s'était approché d'elle avec cette chose, alors ils sont tous heureux qu'il ait enfin trouvé quelqu'un avec qui il s'entend bien. Plus tard dans la soirée, il est temps pour Melf de rentrer chez elle, et Rogier l'accompagne jusqu'à sa calèche. Elle le remercie une nouvelle fois de lui avoir sauvé la vie et lui dit au revoir. Il lui dit que la prochaine fois qu'ils se verront, il lui aura préparé un cadeau spécial, et elle répond qu'elle est impatiente, mais que s'il lui apporte un monstre, elle lui demande de le capturer vivant, car la viande sera meilleure ainsi. Rogier n'a jamais essayé de capturer un monstre vivant auparavant, mais il est prêt à relever le défi. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps, alors en attendant, Melf offre à Rogier du jerky de monstre Scataby qu'elle a préparé, et elle lui assure qu'elle a été très minutieuse dans le processus de préparation, donc il n'y a aucun risque qu'il tombe malade en le mangeant. Si c'est Melf qui l'a préparé, Rogier est convaincu que c'est sans danger, alors il en prend une bouchée sans hésiter et est agréablement surpris par son goût délicieux. Kos gronde Rogier.
car il est imprudent pour quelqu'un de son rang de manger de la nourriture sans l'avoir d'abord testée pour vérifier qu'elle ne contient pas de poison, mais Rogier répond que tout va bien, et met un morceau de viande dans la bouche de Cos pour lui montrer à quel point c'est bon. Ils conviennent tous les deux que c'est délicieux, et Rogier dit à Melf qu'il a hâte de voir ce qu'elle pourra lui préparer la prochaine fois qu'ils se verront, mais soudain, elle baisse la tête. Elle est émue aux larmes par le fait que quelqu'un reconnaisse enfin son hobby, et ne la trouve pas bizarre de manger de la viande de monstre. Elle se ressaisit pour pouvoir dire au revoir à Rogier, mais elle a hâte de le revoir. Il faut quelques jours à la calèche de Melf pour la ramener chez elle, et lorsqu'ils arrivent, il neige déjà dans la région. Melf regarde devant elle, à sa grande surprise, elle aperçoit son père qui l'attend à la porte. Une fois arrivée, il lui ouvre la porte et elle lui demande si quelque chose ne va pas. Au début, elle pense qu'il est peut-être contrarié parce qu'elle n'a pas réussi à se fiancer, mais ce n'est pas exactement cela. Il lui rappelle qu'il n'est qu'un comte et qu'il ne sait pas comment gérer la situation, maintenant qu'elle s'est engagée avec un duc. Melf ne comprend pas de quoi il parle. Alors son père lui explique que Rogier Galbraith demande sa main et qu'il a déjà envoyé une lettre de demande en mariage officiel, mais qu'il ne sait pas comment répondre. Melf voit bien que son père est paniqué, et franchement, elle l'est aussi, car elle savait qu'elle et Rogier s'étaient bien entendus lors du banquet, mais elle ne pensait pas qu'il irait aussi loin aussi rapidement. Quant à ce qui s'est passé du côté de Rogier, après le départ de Melf, il est retourné à son pavillon pour faire le point sur ses fonctions auprès du prince héritier, également connu sous le nom de Maxime, le frère aîné de Rogier. Rogier l'informe que ses hommes ont terminé le ratissage de la zone pour s'assurer qu'il n'y a plus de bêtes dangereuses à proximité et que l'antre du monstre a déjà été traité de manière appropriée. Maxime le remercia d'avoir si bien fait son travail, mais il demanda à Rogier s'il pouvait cesser de s'adresser à lui de manière aussi formelle, car après tout, ils étaient frères. Cependant, Rogier répondit qu'il ne pouvait pas faire cela car, bien qu'il soit lié par le sang, Maxime avait été nommé prince héritier il y a 17 ans et Rogier avait été adopté par la famille Galbraith, il n'était donc plus qu'un sujet de Maxime. Maxime comprend que Rogier ne va pas abandonner les formalités de sitôt, alors il lui demande s'il a autre chose à lui dire, comme par exemple le rendez-vous qu'il a eu récemment avec une jolie fille rousse. Rogier est choqué que Maxime soit déjà au courant, mais celui-ci lui répond qu'il surveille tout ce que fait son cher petit frère. Pendant que Rogier est distrait, Maxime fouille dans le panier de pique-nique que Melf lui a donné et en sort un morceau de viande séchée. Sans hésiter, il en prend une bouchée et, impressionné par son goût délicieux, demande à Rogier de quel type de viande il s'agit. Rogier soupire, car un prince héritier ne devrait vraiment pas manger quelque chose sans avoir vérifié ce que c'est, mais comme Maxime veut savoir, il lui répond que c'est du jerky à base de viande de scat, ces petites bestioles. Maxime trouve intriguant qu'un monstre puisse avoir si bon goût, alors il demande si c'est Melf qui l'a préparé, car si c'est le cas, elle pourrait bien avoir trouvé quelque chose d'intéressant. Mais au-delà du jerky, Maxime est beaucoup plus intéressé par ce que Rogier compte faire avec Melf. Normalement, il serait inconcevable que la fille d'un comte s'engage avec un duc, mais Rogier a toujours été malchanceux avec les femmes. Alors rencontrer Melf pourrait être une occasion unique pour un solitaire comme lui. Rogier n'a aucune envie d'écouter les taquineries de son frère, alors il dit qu'il n'a rien d'autre à signaler et sort de la tente. Il trouve agaçant que son frère se mêle tout le temps de ses affaires, mais il admet que Maxime a peut-être raison. Il est rare que quelqu'un s'intéresse sincèrement à Rogier, et encore moins quelqu'un d'aussi courageux et captivant que Melf, il doit donc réfléchir attentivement à la suite des événements. Il finit par décider que la meilleure chose à faire serait de tenir sa promesse et de capturer le monstre que Melf lui a demandé, afin de pouvoir la surprendre lors de leur prochaine rencontre. Pendant ce temps, chez Melf, elle et son père sont occupés à regarder la lettre incrustée de pierres précieuses qui leur a été envoyée. Le père de Melf lui dit qu'avant son retour, un messager de la famille du duc est arrivé sur un aigle de feu pour livrer cette lettre. Melf est déçu de ne pas avoir pu voir l'aigle de feu en personne, mais là n'est pas la question. Son père lui demande ce qui s'est passé entre elle et le duc, alors Melf explique qu'elle a simplement été attaquée par un monstre et que Rogier est intervenu pour la sauver. Son père n'arrive pas à croire que ce soit vraiment tout ce qui s'est passé, car Melf n'avait jamais vu Rogier avant ce banquet, et maintenant il demande sa main. Melf jette un œil à la lettre, qui semble bien avoir été écrite par Rogier, car elle évoque tous les bons moments qu'il a passés avec Melf juste avant de demander sa main, mais Melf ne peut s'empêcher de se demander s'il n'y a pas une arrière-pensée derrière tout cela. Son père lui dit qu'elle n'est pas obligée d'accepter la demande si elle ne le souhaite pas, mais qu'il faudrait une très bonne raison pour refuser la demande en mariage d'un duc. Plus tard dans la nuit, Melf examine de plus près la lettre envoyée par Rogier et en arrive à la conclusion qu'il doit aimer la viande de monstre autant qu'elle, et qu'il souhaite donc se rapprocher d'elle afin d'avoir quelqu'un avec qui partager son passe-temps. Cependant, alors qu'elle serre la lettre dans sa main, elle remarque qu'une sorte de magie semble s'en dégager, et un message caché apparaît soudainement. Il dit que Rogier lui rendra visite avant la fin de l'hiver, plus précisément avant le 18 du mois, qui se trouve être demain, ce qui fait à nouveau paniquer le père de Melf. Melf est tout aussi troublée, car elle ne pensait pas le revoir si tôt. Elle ne sait toujours pas quelles sont ses intentions, mais cela ne sert à rien de s'inquiéter pour l'instant.
Le lendemain matin, la belle-mère de Melf vient la réveiller dans sa chambre et est consternée de la voir encore en chemise de nuit à cette heure tardive. Elle invente une excuse et dit qu'elle attendait juste l'arrivée de Célia pour l'aider à choisir une tenue, mais en réalité, elle s'est réveillée littéralement une minute avant l'arrivée de Célia. En tant que belle-mère, Célia n'est pas particulièrement méchante avec Melf, mais elle n'est pas très gentille non plus, et elle ne manque jamais une occasion de critiquer toutes les décisions que prend Melf. Elle sait que c'est elle qui a insisté pour que Melf trouve un mari le plus vite possible, mais elle lui demande à quoi elle pensait en choisissant le duc sanguinaire parmi tous les autres. Melf se moque éperdument des commentaires de Célia, alors elle reste silencieuse pendant que ses servantes l'habillent, mais tout à coup, elle entend un rugissement puissant à l'extérieur. Elle se précipite pour ouvrir la fenêtre et aperçoit une nuée de dragons glaciaux qui s'approchent. Les dragons glaciaux sont courants dans la région, Melf comprend donc qu'il s'agit de l'envoyé de Rogier. Quelques instants plus tard, celui-ci vole jusqu'à la fenêtre de Melf et lui dit qu'il est venu lui demander sa main. Il mentionne également qu'il a apporté le cadeau qu'il lui avait promis la dernière fois, ce qui la réjouit, mais Célia est terrifiée par le dragon et crie à Melf de fermer immédiatement la fenêtre. Melf se penche à l'extérieur et demande à Rogier de faire atterrir les dragons près du pâturage nord. Une fois qu'il est parti, elle ferme la fenêtre et enfouit son visage dans le rideau pour cacher à quel point elle rougit. Elle savait déjà que Rogier était beau, mais le voir chevaucher un dragon avec tant d'aisance le rendait encore plus cool que d'habitude, et son cœur battait si fort qu'elle ne savait pas quoi faire. Pendant que Melf essayait de se calmer, Célia tentait depuis un moment d'attirer son attention, et lorsqu'elle finit par y parvenir, elle dit à Melf qu'elle va s'allonger un moment, car voir ce dragon l'a rendue malade. En partant, elle marmonne que Rogier doit vraiment être fou pour chevaucher des dragons comme ça, et qu'il n'est pas digne d'être duc, mais Melf refuse de la laisser continuer à dire du mal de Rogier. Alors elle dit à Célia qu'elle a l'intention d'accepter la demande en mariage de Rogier, et qu'elle apprécierait que Célia s'abstienne de parler ainsi de son futur mari. Célia quitte la pièce en colère après cela, et environ 1 heure plus tard, Melf rencontre Rogier dans le pâturage. Elle lui explique qu'elle n'a appris sa visite qu'en lisant sa lettre hier, et qu'elle n'a donc pas pu préparer quoi que ce soit pour lui, mais Rogier ne s'en formalise pas. C'est plutôt lui qui devrait s'excuser d'être venu si brusquement. À ce moment-là, Cos intervient et dit que s'ils sont venus si vite, c'est uniquement parce que Rogier était impatient de la revoir, mais Rogier lui dit d'arrêter de dire des bêtises. Quoi qu'il en soit, Rogier demande à Melf où elle souhaite qu'il dépose son cadeau, et tout en parlant, il montre une cage enveloppée dans un tissu. Les yeux de Melf s'illuminent lorsqu'elle réalise qu'il a vraiment capturé le monstre pour elle. Elle sait que c'est elle qui l'a demandé, mais maintenant elle se sent un peu mal de lui avoir demandé de faire tout ça pour elle. Rogier remarque qu'elle agit de manière un peu étrange, alors il demande à Melf si quelque chose ne va pas, et tout à coup, elle lève les yeux et le remercie sincèrement pour ses efforts. Elle demande si elle peut jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, et Rogier n'y voit aucun inconvénient, alors il la conduit jusqu'à la cage. Melf ne voit aucun mouvement à l'intérieur, alors elle demande à Rogier s'il a déjà tué, mais il retire le tissu pour révéler que le Moodle est toujours bien vivant, juste inconscient, et qu'il a même réussi à attraper un Moodle royal à la fourrure dorée, ce qui est extrêmement rare. Les Moodles sont des monstres ressemblant à des vaches, qui ont généralement une fourrure blanche, mais les Moodles royaux développent une couleur dorée à mesure qu'ils grandissent, ce qui rend leur fourrure incroyablement précieuse pour des articles tels que des manteaux et des écharpes. Cependant, leur viande finit souvent par être jetée, ce que Melf trouve très dommage. Melf n'en a jamais goûté, mais comme c'est un herbivore qui ne se nourrit que de fruits et de champignons, elle s'attend à ce qu'il soit délicieux. Mais à part cela, il est rare d'en trouver un avec une fourrure aussi belle, alors Melf demande à Rogier s'il est vraiment sûr de vouloir lui donner quelque chose d'aussi précieux. Rogier lui répond qu'il n'aurait pas pris la peine de le capturer vivant s'il ne comptait pas le lui donner, et Melf est très heureuse d'entendre cela, car cela signifie qu'elle est libre de le préparer comme elle le souhaite. Elle ne peut exprimer à quel point Rogier l'a rendue heureuse, et il est clair que la voir ainsi rend Rogier très nerveux, alors Cos et les autres restent en retrait et le laissent profiter de ce moment. Peu après, le père de Melf arrive pour saluer officiellement Rogier et le remercier d'avoir fait le long voyage jusqu'ici. Rogier s'excuse d'être arrivé si soudainement, mais il dit qu'il voulait obtenir une réponse à sa demande avant l'arrivée de l'hiver, et Melf était tellement excitée par le Moodle qu'elle a presque oublié que Rogier était là pour demander sa main. Elle demande à son père la permission de laisser les dragons de Rogier chasser dans les montagnes, et celui-ci n'est pas opposé à l'idée, mais il est un peu perplexe car il pensait que le Moodle était destiné à nourrir les dragons. Cependant, Melf lui explique que le Moodle est en fait pour elle. Le père de Melf est surpris d'apprendre cela, car il pensait que Rogier ne connaissait pas son passe-temps, mais elle lui explique que Rogier a fait un détour spécialement pour goûter à sa cuisine à base de monstres. Elle demande alors à son père la permission d'ouvrir un centre de recherche afin de pouvoir commencer à préparer le Moodle dès que possible. Son père craint que voir Melf découper un monstre puisse rebuter Rogier, mais celui-ci prend la parole et dit au père de Melf qu'il la comprend dans une certaine mesure, qu'il est également au courant des rumeurs désagréables qui circulent à son sujet, et qu'il fait sa demande malgré tout.
Apprendre que Rogier s'intéresse autant à Melf est la meilleure nouvelle que son père ait entendue de toute la journée. Alors il dit à Rogier de se sentir comme chez lui, mais avant cela, Rogier dit qu'il aimerait s'occuper du cadeau qu'il a apporté avant qu'il ne se réveille, car il est encore vivant. Le père de Melf est choqué d'apprendre que Rogier a apporté un Moodle vivant ici, mais c'est Melf qui lui a demandé de le capturer vivant. Sur ce, Rogier dit qu'il aimerait assister au processus de préparation, alors son père lui demande de lui montrer son centre de recherche. Rogier et ses hommes partent sur les dragons pour se rendre au centre, et Melf s'amuse beaucoup, car elle a toujours voulu essayer de monter un dragon. Lorsque le centre apparaît, Melf le montre à Rogier, mais il perçoit une légère hésitation dans sa voix et lui demande si quelque chose ne va pas. Melf fait semblant de rien, et répond qu'elle est juste nerveuse à l'idée de monter un dragon pour la première fois, mais ce n'est pas vraiment ce qui la tracasse. Elle est heureuse que Rogier ne lui en veuille pas de manger de la viande de monstre, mais elle ne saura pas s'il est vraiment d'accord tant qu'il n'aura pas vu comment elle la prépare, et elle est plutôt nerveuse car elle ne sait pas comment elle va réagir. En arrivant au laboratoire, Rogier remarque un ancien cercle magique inscrit sur le sol. Il interroge Melf à ce sujet, et elle lui explique qu'il s'agit à l'origine d'une création de sa mère, mais qu'elle y a apporté quelques améliorations. Elle dit que c'est ce qu'elle utilise pour préparer la viande de monstre, et Rogier trouve que c'est une idée géniale, mais il se demande comment elle parvient à le faire, car il serait difficile de drainer toute la magie d'un cadavre de monstre avec seulement ce cercle. Melf lui répond qu'elle utilise en fait un autre outil dans le processus. Elle se rend dans la remise et en sort un flacon en quartz. Elle explique qu'elle l'utilise pour extraire à la fois le mana et le sang de la bête. Même s'il semble ordinaire pour l'instant, une fois qu'elle aura commencé le processus et appliqué sa magie, il deviendra beaucoup plus coloré. Rogier est impressionné par le savoir-faire de Melf, mais maintenant qu'elle lui a expliqué comment cela fonctionne, elle aimerait lui demander une faveur. Elle sait que cela peut paraître un peu étrange, mais elle dit qu'elle aimerait le voir utiliser son épée pour décapiter à nouveau un monstre. Peu de temps après, Melf annonce qu'elle est prête à commencer, mais comme le nettoyage du Moodle va lui prendre un certain temps, elle demande à Rogier de lui donner un coup de main. D'un geste de la main, il fait immédiatement appel à ses subordonnés. Les chevaliers sont généralement chargés de récupérer les matériaux précieux sur les monstres qu'ils tuent, ils sont donc très efficaces dans ce domaine. En quelques minutes, le Moodle est complètement rasé. Melf adore la douceur de la fourrure dorée du Moodle, mais ce n'est pas pour cela qu'ils sont là. Rogier enlève donc sa veste et demande à Melf si elle est prête à le décapiter. Melf dit une petite prière pour le Moodle et promet de ne pas gaspiller sa viande avant d'activer le cercle magique et de donner le signal à Rogier. Il lève son épée et, d'un mouvement rapide, tranche la tête du Moodle. Le coup de Rogier est si rapide et précis que Melf a du mal à le suivre, mais maintenant que le Moodle est mort, il est temps pour elle d'extraire son sang et sa magie. Elle tient la fiole et récite une autre incantation, faisant couler le sang de la carcasse dans la fiole, mais c'est la première fois que Melf travaille avec une bête aussi grande, et il y a beaucoup plus de sang magique qu'elle ne le pensait. La fiole commence à se fissurer car elle est remplie au-delà de sa capacité, et Melf commence à paniquer car elle ne peut pas s'arrêter une fois que le sort a commencé, mais heureusement, Rogier est juste à côté d'elle, alors elle lui explique le problème et il attrape une autre fiole pour remplacer celle qui est pleine. Grâce à son aide, Melf peut terminer le sort sans encombre et le Moodle est vidé de tout son sang. Rogier est heureux que cela ait bien fonctionné, mais il est surpris que le Moodle ait toujours l'air aussi gros, car il pensait que le fait de retirer tout le sang le ferait rétrécir un peu. Melf explique que le sort qu'elle a utilisé cible spécifiquement le sang du monstre, laissant toute l'autre humidité intacte afin de préserver la saveur. Rogier est une fois de plus impressionné et demande comment le sort a été développé. Melf explique qu'il y a 17 ans, cette région souffrait d'une grave famine. Des centaines de personnes étaient déjà mortes de faim, car les terres ici sont pauvres en ressources et le sol est peu fertile. La mère de Melf a donc commencé à rechercher des moyens d'utiliser la population abondante de monstres dans la région. Le processus est encore un peu compliqué pour l'instant, mais si Melf trouve un moyen de le simplifier davantage, tout le monde pourra l'utiliser et les monstres passeront du statut de nuisance dangereuse à celui de précieuse source de nourriture. C'est pourquoi Melf a choisi de relever le défi après le décès de sa mère, mais elle admet qu'elle prend aussi beaucoup de plaisir à goûter de temps en temps des monstres rares. Rogier comprend que l'objectif de Melf est noble, mais il a encore une question à lui poser. Il brandit la fiole de sang magique et lui demande ce qu'elle compte en faire. Melf répond qu'elle utilise simplement l'énergie magique qu'elle contient pour allumer des feux et alimenter des lumières, et que cette quantité devrait lui suffire pour environ 2 mois avant qu'elle ne doive la remplir à nouveau, mais Rogier est surpris que ce soit là sa seule utilisation. Melf demande s'il existe une autre façon de l'utiliser, et Rogier éclate de rire en réalisant qu'elle n'a vraiment aucune idée de ce qu'elle a accompli. Il lui explique qu'elle a réussi quelque chose que même les mages de la cour royale ont eu du mal à faire pendant des années. Elle a trouvé un moyen d'extraire et de stocker de l'essence magique pure dans une bouteille, et entre de mauvaises mains, cela pourrait être utilisé pour créer des armes de destruction massive.
Elle n'avait aucune idée qu'elle fabriquait en fait des bombes, mais Rogier dit que ce n'est pas un problème, car il sait qu'elle ne ferait jamais de mal à personne. Il est simplement heureux que les rumeurs selon lesquelles elle boirait du sang ne soient pas vraies, car avec ses cheveux si envoûtants, il commençait à s'inquiéter qu'elle puisse être un vampire. Melf est troublée par le compliment de Rogier et ne sait pas quoi répondre. Sans réfléchir, elle se met à parler de l'allure éblouissante de Rogier lorsqu'il est arrivé sur son dragon, jusqu'à ce qu'ils soient tous deux gênés et restent là en silence. La situation devient difficile à regarder, alors Kos intervient et rappelle aux deux jeunes gens qu'il reste encore beaucoup de travail à faire. Ils s'éloignent alors maladroitement. Peu après, Melf revient vers Rogier avec un permis de chasse. Rogier a donné les organes du Moodle à son dragon, mais cela ne lui a pas suffi, il doit donc partir chasser d'autres monstres avant qu'ils ne deviennent difficiles. À ce moment-là, l'estomac de Rogier se met à gargouiller, indiquant qu'il a lui aussi très faim. Même s'ils sont censés attendre l'heure du dîner, Melf suggère qu'il n'y a pas de mal à goûter quelques morceaux de viande dès maintenant. Les deux prennent quelques morceaux de viande, alors qu'ils s'apprêtent à commencer la cuisson, Rogier se souvient qu'il a apporté quelque chose de spécial pour l'occasion. Il sort un moulin à épices et dit à Melf de l'essayer. Elle goûte un petit morceau et est étonnée par la combinaison des saveurs. Rogier explique qu'il a volé à son chef cuisinier avant de quitter la maison et qu'il s'agit apparemment d'un mélange de diverses épices, ce qui se marie très bien avec la viande. Rogier et Melf préparent 2 brochettes et salivent d'impatience en attendant qu'elles cuisent, mais alors qu'ils sont là, Kos s'approche discrètement et leur demande ce qu'ils font. Rogier tente de dissimuler la vérité et répond qu'il ne se passe rien, mais Kos sent clairement l'odeur alléchante qui émane de là, il est donc impossible de le cacher. Rogier se souvient alors du permis de chasse qu'il a obtenu plus tôt, il le sort et essaie de faire partir Kos en lui ordonnant d'aller chercher des monstres pour les dragons. Kos répond qu'il le fera avec plaisir, mais il veut que Rogier l'accompagne, car c'est le meilleur combattant. Rogier essaie de se dérober en disant qu'il est occupé avec Melf, mais Kos le culpabilise en lui demandant quel genre de commandant se faufile pour manger un morceau pendant que son équipe meurt de faim. Rogier finit par céder et dit qu'il va préparer une brochette pour Kos également, mais Kos lui fait remarquer que toute l'équipe est là, et Rogier finit par en préparer une pour chacun d'entre eux. Quelques minutes plus tard, la brochette de Rogier est prête, mais Kos lui dit qu'il ne peut pas encore la manger, car il faut d'abord goûter le badge pour s'assurer qu'il ne contient plus de poison. C'est donc Kos qui goûte en premier, et alors qu'il s'attendait à ce que ce soit bon, la viande s'avère encore meilleure qu'il ne l'avait imaginé. Il dit qu'elle n'a pas du tout un goût de gibier et qu'en fait, elles font pratiquement dans la bouche à chaque bouchée. Melf est heureux d'apprendre que la viande est si bonne, mais entendre Kos décrire à quel point elle est délicieuse rend Rogier encore plus affamé qu'il ne l'était auparavant. Il dit à Kos de se dépêcher d'annoncer que la viande est propre à la consommation, mais Kos veut le taquiner un peu, alors il dit à Rogier qu'il ne peut pas encore être sûr que la viande soit vraiment propre à la consommation, car il faudrait quelques heures pour que l'énergie magique provoque des troubles gastriques, mais ni Rogier ni ses chevaliers ne veulent attendre aussi longtemps. Melf est également à bout, elle dit donc aux soldats qu'elle en a assez d'attendre, mais que si quelqu'un tombe malade après avoir mangé la viande, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour leur préparer des médicaments. C'est une assurance suffisante pour eux, ils prennent donc tous une brochette et se servent. Tout le monde est ravi par le goût, en particulier Melf, car c'est la viande de monstre de la meilleure qualité qu'elle ait jamais eu le plaisir de goûter. Rogier s'approche de Melf et lui dit qu'elle est un génie pour avoir réussi à rendre la viande de monstre si bonne. Elle essaie de dire qu'elle n'a pu le faire que grâce aux recherches de sa mère, mais Rogier lui dit de ne pas être si modeste, car il ne connaît personne d'autre qui aurait pu accomplir ce qu'elle vient de faire. Rogier et ses chevaliers ont mangé de la viande de monstre à de rares occasions, lorsqu'ils étaient à court de provisions pendant une mission, mais elle avait toujours un goût horrible, car ils ne savaient pas comment la préparer correctement. Ils demandent alors à ces hommes leur avis sur le talent de Melf, et ils sont tous d'accord pour dire qu'elle est un génie culinaire. Le groupe prépare quelques brochettes supplémentaires pour tout le monde, et Rogier s'apprête à en prendre une 3e lorsque Melf l'appelle soudainement. Il pense qu'elle va le gronder pour avoir trop mangé avant le dîner, alors il lui dit qu'il pourra finir son repas plus tard, mais ce n'est pas ce dont elle voulait lui parler. Elle dit à Rogier qu'elle s'apprête à retourner au laboratoire et qu'elle aimerait qu'il l'accompagne. Rogier suit Melf à l'intérieur, et elle le conduit dans une vieille pièce où traîne un tas de documents de recherche. Elle s'excuse pour le désordre, mais Rogier lui répond qu'il est normal que les laboratoires de recherche soient un peu en désordre, donc cela ne le dérange pas. Il jette un coup d'œil autour de lui et remarque 2 épines pointues sur une table. Il interroge Melf à ce sujet, et elle lui explique qu'elle les utilise parfois pour piéger les monstres qu'elle capture. Il est intrigué d'apprendre que Melf sait également fabriquer des pièges pour capturer des monstres, car il se demandait comment elle parvenait à trouver des monstres sur lesquels tester ses techniques, mais elle lui répond qu'elle n'utilise pas toujours des pièges. Les chevaliers l'aident parfois, et elle fait parfois appel aux chasseurs locaux, mais la plupart du temps, elle doit chasser seule. Rogier est surpris d'entendre cela, alors il lui demande si les gens d'ici n'approuvent pas ses recherches. Melf lui répond qu'il a raison,
mais qu'elle ne peut rien faire contre leurs croyances, car les gens détestent naturellement l'idée de manger de la viande de monstre. Même lorsque sa mère a sauvé les masses affamées en préparant la viande pour la rendre comestible, tous ceux qui ont survécu grâce à ses efforts nient le fait que la viande qu'ils ont mangée provenait de monstres. Ils considèrent que consommer des monstres est tabou, et n'ont donc jamais reconnu les recherches menées par Melf. Rogier pense qu'elle doit être assez courageuse pour persévérer dans ses recherches malgré le mépris des gens qui l'entourent, mais en réalité, leurs propos l'affectent parfois. Si tel est le cas, Rogier ne pense pas qu'elle devrait arrêter, mais il lui demande pourquoi elle continue ses recherches alors que personne ne les accepte. Elle se tourne vers Rogier et lui demande s'il se souvient de l'incident qui s'est produit il y a 17 ans. Il répond qu'il ne pourrait pas l'oublier, car c'est la raison pour laquelle il a été adopté par la famille Galbraith. Si les origines de Melf sont liées à cet incident, il sait qu'il lui sera difficile d'en parler, alors il la prend par la main et la conduit vers le canapé afin qu'elle n'ait pas à le regarder dans les yeux pendant qu'elle parle. Il rappelle à Melf qu'il est venu ici pour lui demander sa main, qu'il s'est donc renseigné sur sa famille et qu'il a une bonne idée de la controverse qui entoure ses recherches, mais il lui dit qu'il ne veut pas qu'elle abandonne. Il lui explique que si elle l'épouse, elle pourra continuer à travailler sans entrave grâce aux ressources de la famille Galbraith. Melf se raidit légèrement et répond à Rogier que s'il souhaite en savoir plus sur ses recherches, elle se fera un plaisir de lui enseigner tout ce qu'elle sait, et qu'il n'a donc pas besoin de se forcer à l'épouser. Cependant, ce n'est pas du tout ce qu'il voulait dire. Il lui répond que c'est elle qu'il souhaite mieux connaître. Il sait qu'il n'est pas exactement le meilleur choix comme partenaire, car il est connu pour être le duc sanguinaire, mais il veut savoir ce que Melf pense de lui. Il attend une réponse de Melf, mais celle-ci est trop stupéfaite pour parler, car elle s'était convaincue que Rogier ne s'intéressait à elle qu'à cause de ses recherches sur la viande de monstre, et elle n'arrive pas à croire qu'il l'apprécie réellement en tant que personne. Rogier lui demande ce qu'elle pense de lui en tant que partenaire, et Melf n'y avait pas vraiment réfléchi jusqu'à présent, mais épouser Rogier serait en fait une très bonne chose. Son père était prêt à l'accepter même si elle se fiançait à un chevalier, il n'a donc aucune raison de s'opposer à un duc. De plus, quand elle pense à passer chaque jour avec un homme comme Rogier, son cœur fait plusieurs bonds à la fois. Cependant, elle hésite encore, car elle aurait certainement l'air inférieure à ses côtés et elle ne voudrait pas nuire à l'image de Rogier, mais l'offre est trop belle pour la refuser. Elle lui demande pourquoi il l'a choisie parmi toutes les autres, car un homme de son statut social aurait de nombreuses prétendantes potentielles. Même s'ils se mariaient, elle doute que la famille de Rogier approuve leur union, car même si les opinions négatives concernant la viande de monstre ne sont pas aussi répandues à Galbraith, personne ne voudrait être associé aux rumeurs qui entourent Melf. Cependant, Rogier l'interrompt et lui dit qu'il pense que sa famille l'accueillerait très bien. Il existe une grande forêt sur le territoire de Galbraith, appelée les Bois d'Erzan, qui est considérée comme un véritable trésor pour les monstres, car peu importe le nombre que Rogier chasse, il semble toujours y en avoir davantage. La situation est devenue tellement grave qu'il ne sait plus comment se débarrasser des carcasses des monstres. Pour lui, les monstres ne sont donc rien d'autre que des cibles à exterminer. C'est pourquoi, lorsqu'il entend Melf parler avec tant d'enthousiasme de les manger, cela lui donne une nouvelle perspective sur ces créatures. Lorsqu'ils partent en expédition, Rogier et ses hommes mangent parfois de la viande de monstres s'ils manquent de provisions, mais ils ne savaient pas qu'il existait des moyens de drainer complètement l'énergie magique nocive comme le fait Melf. Cela transforme efficacement les monstres nuisibles en source de nourriture viable, et Rogier est sûr que son peuple appréciera cela. Melf est ravi à l'idée que ses recherches puissent être utiles à d'autres, et Rogier ajoute que tant qu'il sera là, il ne la laissera pas subir le mépris ou les regards désapprobateurs des autres nobles. Melf répond à Rogier qu'elle est ravie de son offre, mais qu'elle ne pense toujours pas mériter quelqu'un comme lui. En l'entendant dire cela, Rogier pense que Melf essaie de le repousser de manière indirecte, mais elle ne veut laisser aucune place à des malentendus compliqués. Alors elle lui prend la main et lui dit qu'elle voulait simplement dire qu'elle ne sait pas faire la plupart des choses que les autres jeunes filles savent faire, mais que tant qu'il est d'accord avec cela, elle serait heureuse de l'épouser. Son seul véritable talent réside dans la recherche, mais au moins, comme les fonctions de Rogier l'obligent à tuer régulièrement des monstres, elle peut transformer ses carcasses en délicieux repas pour lui afin qu'elles ne soient pas gaspillées. À ce moment-là, Claude, l'un des gardes de Melf, arrive pour informer Rogier que le père de Melf l'attend au château. Les deux interrompent donc leur conversation et se préparent à partir. Alors que Melf franchit la porte, Claude se penche vers elle et lui dit qu'il n'est peut-être pas judicieux de discuter d'informations sensibles concernant ce territoire avec quelqu'un qu'elle ne connaît que depuis 48 heures, et Melf prend sa remarque en considération. Alors que les trois personnes marchent dans le couloir, Rogier remarque que Claude se montre extrêmement méfiant à son égard. Claude l'a surveillé toute la journée, mais Rogier comprend qu'une telle réaction n'est pas injustifiée, étant donné sa réputation de duc sanguinaire. Peu après, Rogier rencontre le père de Melf pour finaliser les détails de ses fiançailles avec Melf. Le père de Melf est très nerveux, car il n'a pas l'habitude de parler aussi librement à un duc. Il est heureux d'apprendre que Rogier reconnaît tout le travail acharné de Melf et se soucie d'elle, mais en tant que père, il aimerait tout de même savoir pourquoi Rogier s'intéresse à elle.
Rogier explique que le jour du banquet, il se serait terriblement ennuyé pendant toute la cérémonie. Même lorsque la bête a attaqué, il n'y a pas prêté attention et l'a simplement tué comme d'habitude. Mais après avoir sauvé Melf, celle-ci ne s'est pas enfuie, effrayée, et n'a même pas détourné le regard. Elle n'a pas non plus été dégoûtée par son apparence ensanglantée, et il a alors compris qu'elle pourrait l'accepter tel qu'il est. Rogier comprend que sa demande en mariage était plutôt soudaine, mais un certain membre de sa famille, trop curieux, n'arrêtait pas de le harceler à ce sujet, et il a donc décidé d'officialiser les choses dès que possible. Le père de Melf comprend et commence à signer le contrat, mais avant de terminer, il demande à Rogier si c'est vraiment la seule raison pour laquelle il a choisi de se fiancer à Melf. Rogier lui assure qu'il n'a pas pris cette décision sur un coup de tête, puis il se lance dans un discours tête sur toutes les qualités attachantes de Melf, qu'il adore. Le père de Melf est désormais convaincu que Rogier aime sincèrement Melf, et il est soulagé car, dans un monde où manger des monstres est mal vu, il craignait que Melf ne mène une vie de disgrâce permanente, et en tant que comte, il ne pouvait presque rien faire pour la protéger. Il dit donc à Rogier qu'il la laisse entre ses mains, et Rogier assure au père de Melf qu'une fois qu'elle aura rejoint la famille Galbraith, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour la protéger. 10 jours après la finalisation des fiançailles, Rogier est rentré chez lui, et Melf est occupé à emballer tous ses documents de recherche avec l'aide de ses chevaliers afin de pouvoir déménager dans le territoire de Rogier. Cela représente beaucoup de travail, mais Rogier a insisté pour que Melf emporte tout ce qui se trouve dans son laboratoire de recherche, et il a même laissé quelques-uns de ses chevaliers sur place pour s'assurer qu'elle n'ait pas de difficulté à tout transporter. Elle sait qu'elle et Rogier sont désormais officiellement fiancés, mais elle n'a pas encore tout à fait réalisé. Après la signature du contrat de mariage, Rogier est même allé jusqu'à l'imprégner d'une puissante magie pour symboliser son engagement envers Melf, mais il savait que Cos se moquerait de lui pour un geste aussi romantique, alors il lui a demandé de garder cela secret. C'était un moment émouvant, mais le père de Melf commençait à se sentir mal à l'aise en regardant tout cela, alors il a toussé pour attirer leur attention. Avant que les fiançailles ne soient officialisées, le père de Melf avait confié à Rogier un secret qu'il cachait à Melf depuis un certain temps, et il lui avait demandé de ne pas en parler à Melf, mais Rogier se tourna immédiatement vers Melf et commença à dénoncer son père. Il lui dit que c'était son père qui avait répandu toutes ces mauvaises rumeurs selon lesquelles elle était une mangeuse de viande de monstre. Certes, il l'a fait uniquement parce qu'il voulait dissuader les gens d'utiliser ses recherches à des fins maléfiques, car il savait que les armes de destruction massive représentaient un danger potentiel. Rogier comprend ce sentiment et n'est pas trop en colère, car le père de Melf l'a fait uniquement pour la protéger des personnes qui pourraient l'utiliser pour ses recherches, mais il dit clairement qu'il ne veut plus entendre ces rumeurs, et le père de Melf comprend le message. Melf n'a pas vraiment prêté attention à toute la conversation, elle n'a donc aucune idée de ce dont il parlait, mais ils lui ont simplement dit qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Elle est toujours curieuse de savoir de quoi il parlait à l'époque, mais avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, Mulan, l'un des chevaliers, vient lui dire que les restes du Moodle royal ont été congelés à l'aide de magie et sont prêts à être transportés. Il lui demande également ce qu'elle compte faire de la fourrure du Moodle, alors elle lui répond qu'elle va la laisser à son père et à son demi-frère pour qu'ils en fassent des manteaux dorés. Elle remercie Mulan pour son aide, et grâce à cela, elle devrait avoir fini ses bagages lorsque Rogier viendra la chercher. Mais maintenant qu'elle y pense, elle se demande si les couples fiancés sont censés emménager ensemble si tôt. Si Rogier insistait tant, c'est parce qu'une fois l'hiver arrivé, personne ne pourra plus voyager vers ou depuis le territoire de Marche, et il ne pourra donc pas voir Melf pendant 6 mois si elle reste ici. À ce moment-là, on frappe à la porte de Melf et le majordome en chef, Herman, entre pour l'informer que son escorte est arrivée. Herman s'occupe de Melf depuis qu'elle est petite, il est donc triste de la voir partir, mais c'est un événement joyeux. Alors que Melf sort de sa chambre, elle réalise enfin qu'elle ne reviendra pas avant longtemps, et elle souhaite voir son père une dernière fois avant de partir. Elle se rend dans sa chambre et frappe à la porte, mais lorsqu'elle entre, elle trouve Célia assise sur le canapé qui l'attend. Melf demande à Célia ce qu'elle fait là, mais celle-ci répond que même si elle n'est que la belle-mère de Melf, elle veut quand même voir sa belle-fille avant qu'elle ne quitte la maison. Melf demande où est son père, et Célia lui répond qu'il est dehors pour s'assurer que toutes les affaires de Melf sont bien rangées. Melf n'a vraiment rien à dire à Célia, alors elle essaie de garder la conversation brève et de s'excuser dès que possible. Mais tout à coup, Célia ricane et dit qu'elle ne sait pas comment Melf a réussi à séduire un duc, mais elle tient à préciser que son fils est l'unique héritier de la famille Marshall Red. Melf répond qu'elle comprend cela, et que c'est assez évident puisqu'elle se marie littéralement hors de la famille, donc elle n'a aucune raison de s'en soucier. Célia dit à Melf que même si Rogier la chasse, elle ne sera pas la bienvenue ici, et Melf répond « Je suis contente de ne plus avoir à regarder votre visage ridé ». C'est du moins ce qu'elle voulait dire, mais au lieu de cela, elle s'excuse poliment et quitte la pièce, car elle ne veut pas causer de problème. Elle se rend ensuite dans la cour où son père vient de terminer, et celui-ci lui demande si elle est prête à partir. Il dit à Melf qu'elle est très jolie dans ce manteau, qui lui rappelle beaucoup de souvenirs, car c'est celui que portait sa mère, Élise, lorsqu'elle l'a épousé.
Melf ne savait pas que ce manteau avait appartenu à sa mère, mais comme elle venait du sud, les hivers froids ici ont dû être un choc pour elle. Le père de Melf se souvient à quel point Élise était enthousiaste à l'idée de jouer dans la neige pour la première fois ici, à tel point qu'elle en a trop fait et est tombée malade peu après. Melf rit un peu, car elle ne savait pas que sa mère pouvait être aussi naïve parfois. Son père aimerait pouvoir lui raconter d'autres anecdotes sur sa mère, mais quelques instants plus tard, Rogier arrive et dit qu'il est là pour chercher Melf. Il lui demande si elle est sûre d'avoir tout ce dont elle a besoin, car il y a encore une grande pile d'affaires là-bas, mais elle lui répond que ce ne sont que des brouillons de ses travaux de recherche, qui ne lui sont plus d'une grande utilité. Rogier lui demande s'il peut les brûler, car il ne voudrait pas que ses recherches tombent entre de mauvaises mains, et Melf répond que cela ne la dérange pas. Rogier se tourne ensuite vers le père de Melf et lui dit qu'il va emmener sa fille. Il l'aide à monter sur le dos de son dragon et se prépare à partir. Le père de Melf est triste de la voir partir, mais au moins, elle reviendra lui rendre visite au printemps prochain. Cependant, Rogier lui annonce qu'il a en fait l'intention de garder Melf auprès de lui jusqu'à leur mariage à l'automne. C'est la première fois que le père de Melf en entend parler, il demande donc à Rogier ce qu'il compte faire pour que Melf puisse se marier dans la famille Galbraith. Rogier répond qu'il a déjà prévu de fournir à Melf tout ce dont elle pourrait avoir besoin, et que le père de Melf n'a donc pas à s'inquiéter. De plus, comme brûler toutes les anciennes recherches de Melf risque d'être une corvée pour eux, Rogier dit qu'il s'en chargera tout de suite. Il pointe alors son doigt vers le tas d'ordures et jette un sort, qui le fait tout brûler dans d'énormes colonnes de feu. Depuis le sol, Claude crie que Rogier est allé trop loin avec cette puissance de feu, et il s'excuse, mais il voulait juste se montrer un peu devant Melf. Il remercie également Claude d'avoir veillé sur Melf pendant tout ce temps et voit en lui un grand potentiel en tant que chevalier. Il lui dit donc qu'il est le bienvenu dans l'ordre des chevaliers de Galbraith s'il le souhaite. En réalité, elle aime bien qu'il touche ses cheveux, mais cela la met tout de même très mal à l'aise, alors elle devient nerveuse. Plus tard dans la nuit, Rogier et les autres chevaliers équipent leurs dragons de lumière brillante afin de ne pas se perdre de vue, et Melf trouve cela intriguant, car elle est persuadée que, depuis le sol, les dragons doivent ressembler à des étoiles filantes pour les gens. Ils survolent la ville portuaire d'Anvers, et comme il est déjà tard, Melf demande si c'est là qu'ils passeront la nuit. Rogier lui répond qu'il avait prévu de continuer à voler jusqu'à Fort Ritrar, mais que si Melf n'est pas à l'aise à l'idée de dormir dans une forteresse, il se fera un plaisir de lui trouver un hébergement en ville. Mais Melf est en fait très enthousiaste à l'idée de passer la nuit dans un fort. Rogier est surpris qu'elle soit d'accord, car le fort ne dispose que de lits durs comme de la pierre et rien d'autre, mais Melf lui répond que cela ne la dérange pas. La principale raison pour laquelle elle tient tant à y aller est que le fort se trouve juste à côté d'une rivière, ce qui lui permettrait d'attraper facilement des monstres poissons frais en pleine saison de reproduction. Jusqu'à présent, elle ne pouvait capturer que les monstres qui s'aventuraient dans le territoire de Raid de Marche, mais ici, les possibilités sont bien plus nombreuses, et elle veut toutes les essayer. Rogier comprend le point de vue de Melf, et si elle veut vraiment attraper des monstres marins, il sait justement que les xanthichtis sont assez courants à cette période de l'année. Melf dit qu'elle aimerait essayer d'en préparer un dès que possible. Rogier a hâte de le goûter lui aussi, mais il rappelle à Melf que cela pourrait prendre un certain temps pour en attraper un, car ils devront installer un piège et attendre qu'il tombe dedans. Melf n'y avait pas pensé, et elle est vraiment déçue de ne pas pouvoir goûter le poisson ce soir. Mais Rogier lui dit de se réjouir, car s'ils installent le piège une fois qu'ils auront accosté, ils devraient avoir attrapé un poisson d'ici le matin, et ils pourront donc le manger au petit déjeuner. Melf lève les yeux vers Rogier et lui demande s'il est sûr que cela fonctionnera. Pendant un instant, il est surpris par son expression adorable. Mais il se ressaisit et lui répond que pêcher du poisson pour le petit déjeuner est leur meilleure option, car lui-même préfère de loin manger les délicieux plats préparés par Melf plutôt que les rations racistes stockées au fort. Elle est ravie d'entendre cela. Maintenant qu'elle y pense, elle se souvient que K.O. avait mentionné que Rogier et les autres chevaliers n'avaient eu que des expériences désagréables avec la viande de monstre avant de la rencontrer, alors elle demande à Rogier s'il a déjà cuisiné de la viande de monstre. Il lui répond qu'il n'appellerait pas vraiment cela cuisiner, car tout ce qu'il faisait, c'était la jeter sur une flamme nue et espérer que tout se passe bien. Lui et les autres chevaliers devaient souvent se résoudre à manger de la viande de monstre lors de longues expéditions, lorsqu'ils étaient à court de rations, et cela ne se terminait jamais bien pour eux. Rogier en était pratiquement traumatisé. Melf lui demande quel genre de monstre il a mangé, et Rogier se souvient alors à quel point les monstres Bolivia Screamwood et Garganti avaient un goût horrible. Et le fait d'avoir été obligé de les manger pour ne pas mourir de faim a vraiment été l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Peu après, le groupe arrive à la forteresse, et Rogier demande à Melf de s'accrocher fermement à lui pour ne pas tomber pendant la descente. Une fois au sol, les gardes postés à la forteresse viennent à la rencontre de Rogier et de ses hommes et lui demandent s'il souhaite son logement habituel. Cependant, ils apprennent que Rogier a amené un invité spécial avec lui aujourd'hui, et qu'ils vont donc devoir leur réserver l'aile ouest de la forteresse. Les gardes sont ravis de s'exécuter, mais ils préviennent qu'ils n'ont rien de luxueux à offrir ici.
Pendant ce temps, Rogier demande à Melf de déballer les affaires dont ils auront besoin, mais après avoir réfléchi un instant, il lui dit qu'il n'est pas trop tard pour lui trouver un logement en ville, car maintenant qu'il est ici, il se rend compte que cet endroit est bien trop rudimentaire pour une dame comme elle. Cependant, Melf lui assure que ce n'est vraiment pas un problème, car dans son laboratoire de recherche, elle avait l'habitude de s'endormir par terre tout le temps, donc passer la nuit dans un fort n'est pas un problème pour elle. De plus, elle dit qu'elle veut passer la nuit ici, car savoir que Rogier est à proximité la réconforte, ce qui rend Rogier à la fois troublé et heureux. Peu après, il conduit Melf à la chambre où elle passera la nuit et lui dit qu'elle peut se coucher tout de suite si elle le souhaite, car elle doit être fatiguée après le long voyage. Mais au contraire, Melf lui répond que le trajet a été très confortable grâce à lui qui l'a gardée au chaud, et qu'elle se sent bien. À ce moment-là, Melf sent une odeur de cuisine qui ne lui plaît pas, alors elle se rend immédiatement dans la cuisine pour intervenir. Là, elle trouve Mulan et Zef en train de préparer une grande marmite de porridge pour tous les occupants du fort. Sans vouloir être impolie, elle leur fait remarquer qu'une marmite aussi maigre ne suffira pas à rassasier tous les chevaliers affamés. C'est pourquoi elle leur suggère d'y ajouter un peu de cela pour rehausser le goût. Elle a déjà salé la viande de Moodle, qui devrait donc bien se marier avec le porridge. Mais Mulan demande si c'est vraiment une bonne idée, car la viande de Moodle est une denrée rare. Zef est également inquiet, mais surtout parce qu'il n'est toujours pas convaincu par l'idée de manger de la viande de monstre. Lorsque les autres chevaliers l'ont goûtée pour la première fois, il était occupé à autre chose et n'a donc pas pu la goûter. Même si tout le monde lui a dit qu'elle était parfaitement comestible, il reste sceptique. Melf lui propose de lui donner un morceau à goûter pour le rassurer. Elle coupe donc un morceau de viande et le fait griller au-dessus du feu avant de le donner à Zef. Elle lui assure qu'elle a pris soin d'éliminer toutes les toxines magiques pendant la préparation, il n'a donc pas à s'inquiéter d'une éventuelle intoxication alimentaire. Zef prend nerveusement la viande, et comme il en reçoit, Mulan demande à Melf de lui en préparer un morceau également, ce qu'elle fait avec plaisir. Zef n'est toujours pas convaincu que ce soit sans danger, mais Mulan lui dit qu'il passe à côté de quelque chose, car cette viande est l'une des meilleures qu'il puisse manger. Une fois que Melf a fini de cuisiner la portion de Mulan, celui-ci la remercie et la mange sans hésitation, louant Melf pour ses incroyables talents culinaires. Cependant, Rogier fait soudainement son apparition, et il n'a pas l'air ravi que sa future épouse cuisine pour d'autres hommes que lui. Melf lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'énerver, car elle lui en a également préparé. Rogier refuse de le manger, car il n'a pas encore fini de bouder. Melf ne veut pas que la viande soit gaspillée, alors elle se souvient du temps où son petit frère refusait de manger et où la bonne lui donnait à manger, et elle décide de faire la même chose avec Rogier. Elle lui dit d'ouvrir grand la bouche, et Rogier est tellement surpris qu'il ouvre la bouche sans le vouloir, et Melf en profite pour y mettre la viande. Elle demande à Rogier ce qu'il en pense, et il admet qu'il a vraiment apprécié la viande, donc il ne peut plus vraiment être en colère. Comme Rogier et Mulan ont déjà mangé, Eve décide de faire de même et est agréablement surpris par le bon goût de la viande. Melf est ravie d'apprendre qu'il l'apprécie, mais il reste encore beaucoup à faire. Elle demande donc de l'aide pour incorporer la viande de Moodle dans la bouillie. Plus tard dans la soirée, lorsque les chevaliers reçoivent tout leur repas, ils sont stupéfaits par le bon goût de la viande, ce qui remonte vraiment leur morale. Melf est heureuse que tout le monde semble apprécier son repas, et Rogier la félicite d'avoir trouvé le moyen de rendre le porridge si savoureux. Melf lui répond qu'elle n'a rien fait de spécial, elle a simplement coupé la viande de Moodle en petits cubes et l'a fait frire avant de l'incorporer au porridge. Même si c'était très simple, Rogier est vraiment impressionné par ses talents culinaires. En y réfléchissant bien, tout le monde a mangé sauf Melf elle-même, alors il lui tend une cuillère pleine de porridge et lui dit d'ouvrir grand la bouche. Melf rougit en comprenant ce que Rogier essaie de faire. Elle lui a fait la même chose plus tôt, mais maintenant que c'est elle qui est à la place du receveur, elle se rend compte que c'est vraiment embarrassant. Elle essaie de lui dire qu'elle peut se nourrir toute seule, mais Rogier insiste pour le faire lui-même, alors elle cède et le laisse la nourrir. Elle apprécie vraiment le goût, alors elle dit à Rogier qu'elle peut manger le reste toute seule, mais il n'est pas encore satisfait, alors il lui dit d'ouvrir la bouche pour la prochaine bouchée. Après avoir nourri Melf, Rogier lui dit qu'il a quelque chose à lui demander. Il souhaite que Melf cesse de s'adresser à lui de manière aussi formelle. Melf y réfléchit et se rend compte qu'elle utilise souvent le titre de Rogier lorsqu'elle lui parle, mais comme ils sont désormais fiancés, ces formalités ne sont plus nécessaires. Elle accepte donc de s'adresser à lui de manière plus informelle à partir de maintenant. Entendre Melf prononcer son nom avec tant d'affection est une musique douce aux oreilles de Rogier, mais soudain, ses yeux brillent d'une lueur dorée et il grimace de douleur. Ralph s'inquiète et demande à quelqu'un de venir voir Rogier, mais lorsque Mulan arrive en courant, Rogier lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il a simplement perdu le contrôle de son pouvoir magique pendant un instant, et même s'il a un peu mal à la tête, il dit qu'il va bien. Melf commence à s'inquiéter que cela ait pu être causé par le fait qu'elle lui ait donné de la viande de monstre à manger, mais Mulan lui assure que ce n'est pas sa faute.
Rogier possède simplement des pouvoirs magiques incroyablement puissants, et son corps est capable d'en stocker beaucoup plus que la moyenne. Mais il y a tout de même une limite à ce qu'il peut contenir à la fois, il a donc juste besoin d'en libérer une partie, et il reviendra à la normale en un rien de temps. Pour rassurer Melf, il lui dit que c'est l'occasion idéale d'aller chasser des monstres marins, car cela lui permettra de dépenser sa magie. Il ajoute qu'il partira dès le lendemain matin, et que Mulan l'accompagnera. Cependant, Melf ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui, car avoir une magie aussi puissante signifie que Rogier doit dépenser beaucoup plus d'énergie qu'une personne normale. Les monstres et les humains ont tous deux de la magie dans leur corps, et tout comme les monstres, si un humain accumule de grandes quantités de magie dans son corps pendant une longue période, cela peut produire des toxines et le rendre fou. C'est exactement la même chose qui est arrivée à la mère de Melf avant sa mort, et Melf craint que Rogier ne subisse le même sort. L'un des derniers souvenirs que Melf a de sa mère est de l'avoir vue mourir lentement dans son lit lorsqu'elle était enfant. Même si sa mère faisait de son mieux pour rester forte devant Melf, il était clair que les choses ne se termineraient pas bien pour elle. La mère de Melf lui avait expliqué qu'elle était née avec un puissant pouvoir magique, qui devenait souvent incontrôlable si elle ne s'en débarrassait pas à temps, la laissant fiévreuse et alitée comme cela. Melf a demandé s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour aider, et voir la gentillesse de sa fille a fait sourire la mère de Melf, mais malheureusement, il était déjà trop tard. Peu après, la mère de Melf est décédée et des funérailles ont été organisées, mais toutes les personnes invitées ont commencé à répandre des rumeurs selon lesquelles la mère de Melf était morte à cause de toute la viande de monstre qu'elle avait mangée. Melf ne pouvait pas supporter cela, car elle savait ce qui s'était réellement passé. Le sortilège de sa mère pour extraire la magie de la viande de monstre était incomplet à l'époque, et lors d'un incident, son corps avait fini par absorber la magie du monstre, ce qui avait entraîné sa mort. Melf avait toujours aimé regarder sa mère lancer des sortilèges, et elle refusait de laisser tout le travail acharné de sa mère partir en fumée. Elle décida donc de poursuivre ses recherches en son honneur. Elle finit par découvrir que, comme le corps humain est beaucoup plus faible que celui des monstres, le risque de mourir à cause de l'accumulation de toxines magiques est plus élevé, surtout si l'on y est constamment exposé. Si elle avait su cela plus tôt, elle aurait peut-être pu avertir sa mère et lui sauver la vie, mais il est déjà trop tard pour cela. Elle décide donc de faire de son mieux pour que le même sort ne soit pas réservé à Rogier. Melf se réveille plus tard dans son lit et se demande comment elle a atterri là, car la dernière chose dont elle se souvient, c'est d'avoir fait les 100 pas en essayant de trouver un moyen d'aider Rogier. Elle finit par comprendre qu'elle a dû s'endormir par terre et que Rogier a dû la trouver et la porter jusqu'à son lit. Elle n'arrive pas à croire qu'elle se soit mise dans une situation aussi embarrassante. Elle sort du lit et se met à chercher Rogier, qu'elle finit par trouver en train de boire du thé dans la salle à manger. Elle lui demande s'il se sent bien, et Rogier lui assure qu'il va vraiment bien. Son pouvoir magique était loin d'être suffisant pour produire des toxines, il ne présente donc aucun symptôme grave. Et pour le prouver, il appuie son front contre celui de Melf pour lui montrer qu'il n'a pas de fièvre. Melf est soulagée que Rogier n'ait pas de fièvre, mais elle s'inquiète du fait que son corps soit glacé. Il explique qu'il s'est trempé en essayant d'attraper le poisson monstrueux dont il a parlé la nuit dernière, ce qui est logique, mais Melf se sent mal que Rogier ait dû sortir au milieu d'une nuit froide à cause de sa demande. Il lui demande si elle veut venir voir le poisson qu'il a attrapé, et elle répond que oui, mais pour l'instant, elle dit qu'elle est plus préoccupée par le fait de réchauffer Rogier. Rogier la serre contre lui et lui dit que rester ainsi le gardera au chaud. Son visage rougit d'embarras au début, mais en réalité, elle aime être proche de Rogier, donc elle ne s'en plaint pas. Melf demande à Rogier s'il a déjà tué le poisson, mais il répond que non et lui dit qu'il devrait encore nager dans le filet métallique qu'il a installé près de la rivière. Melf est ravie d'apprendre cela et, comme l'aube va bientôt se lever, elle dit qu'elle aimerait commencer à préparer l'Exana immédiatement. Rogier aime cette idée, alors il dit qu'il va l'accompagner, mais Melf s'y oppose car elle se sent coupable que Rogier n'ait pas dormi de la nuit après avoir passé toute la nuit à attraper l'Exana. Il lui assure qu'il va très bien, mais si elle veut vraiment le réconforter, il aimerait beaucoup qu'elle lui fasse un câlin. Melf rougit et répond qu'elle n'a pas encore pris de bain et qu'elle est donc encore sale, mais Rogier lui dit que cela ne le dérange pas, car après tout le travail qu'il a accompli pour attraper les poissons, il est probablement plus sale qu'elle. Melf se détourne, embarrassée, et Rogier en profite pour la serrer dans ses bras par derrière, ce qui la rend très nerveuse. À ce moment-là, Zef entre par hasard et Melf le salue maladroitement, alors il lui rend son salut. Mais après avoir observé la situation, il a l'impression d'interrompre quelque chose, alors il se détourne. Un peu plus tard, une fois que les autres chevaliers sont réveillés, Melf les informe qu'elle prévoit de commencer à préparer l'Exana pour le petit déjeuner, mais qu'elle aura besoin de quelqu'un pour aller lui chercher de la farine et de l'huile, car elle veut essayer de paner et de frire le poisson. Zef propose d'aller chercher les ingrédients, et pendant qu'il s'en charge, Melf et Rogier sortent pour se rendre à la rivière. Rogier demande à Melf si elle a tout ce dont elle a besoin, et elle le confirme joyeusement en lui montrant les cercles magiques qu'elle a dessinés sur du papier huilé. Rogier est intrigué, car il se demandait comment Melf comptait extraire la magie du poisson ici.
Elle explique qu'elle avait initialement prévu de créer un cercle magique près de la rivière, mais que l'eau l'aurait probablement emporté, et que c'était donc la meilleure option. Peu après, ils arrivent à la rivière, mais Rogier demande à Melf de rester en retrait, car le Xana est encore très dangereux. Il ordonne ensuite aux chevaliers de remonter le filet et les avertit de faire attention, car les poissons monstres sont très forts lorsqu'ils sont dans l'eau et qu'un seul coup de leur part pourrait briser un os. Alors que Rogier leur donne des ordres pour le remonter en toute sécurité, Melf est fasciné par l'attitude virile et affirmée de Rogier dans ce genre de situation. Le Xana est rapidement remonté à la surface, et lorsque Melf le voit de près, elle est stupéfaite car il est beaucoup plus gros qu'elle ne l'imaginait. Elle en a déjà vu des illustrations, mais il est bien plus impressionnant en vrai, et elle a très envie de l'observer de plus près. Cependant, Rogier l'en empêche. Même s'il apprécie l'enthousiasme de Melf, il lui rappelle que le Xana pourrait facilement lui arracher le bras si elle s'approchait trop près, et qu'il vaut mieux ne pas prendre de risques. Quoi qu'il en soit, maintenant que le poisson est hors de l'eau, Rogier demande à Melf si elle est prête à ce qu'il le décapite, mais à sa grande surprise, elle lève une épée et dit qu'elle veut le faire elle-même. Elle pensait que comme il ne s'agissait que d'un poisson, elle serait peut-être capable de le décapiter, mais l'épée s'avère beaucoup trop lourde pour elle, et compte tenu de la taille des Xana, elle se rend compte qu'elle ne pourra jamais les décapiter correctement de cette manière. Rogier lui dit de ne pas trop s'en faire, car il faut beaucoup de pratique pour devenir habile avec une épée, et qu'elle peut donc pour l'instant lui laisser le sale boulot. Cela dit, il n'a jamais tué de poisson auparavant, et il demande donc à Melf s'il y a des étapes à suivre. Melf se lève et lui dit qu'il doit d'abord aveugler le Xana. Rogier et les autres lui demandent pourquoi, et elle leur explique qu'elle a entendu dire que les poissons cessent de bouger lorsqu'ils ne voient plus rien, et que le fait de le maintenir immobile faciliterait grandement sa mise à mort. Elle place un morceau de tissu sur l'œil du Xana, et comme prévu, celui-ci cesse de bouger. Elle demande alors à Rogier de passer à la deuxième étape. Il doit poignarder le Xana juste derrière les yeux et au-dessus des branchies afin de détruire son cerveau. Rogier suit ses instructions et plante son épée dans la tête du Xana. Après une brève lutte, la lumière dans les yeux du Xana s'éteint, ce qui signifie qu'ils ont réussi à le tuer. C'est maintenant au tour de Melf de se mettre au travail. Elle recouvre les Xana de ses cercles magiques et commence à lancer son sort peu après. L'énergie magique contenue dans les Xana est extrêmement dense, mais il n'y a pas beaucoup de sang, elle n'a donc pas à s'inquiéter de manquer d'espace dans sa fiole, et l'extraction s'effectue sans problème. Elle demande à Rogier de garder la fiole d'énergie magique. Maintenant que le poisson a été vidé, elle avait prévu de le faire décapiter par Rogier, mais elle se sent mal à l'aise de lui demander de faire ce genre de choses tout le temps, alors elle lui demande s'il pourrait lui apprendre à décapiter les bêtes toute seule. Rogier rit un peu parce qu'il apprécie l'enthousiasme de Melf, mais il lui dit qu'il est d'accord pour décapiter autant de bêtes qu'elle le souhaite, car participer à sa cuisine lui procure une grande joie. Melf est très heureuse d'entendre cela, alors elle dit à Rogier qu'elle apprécie également qu'il l'aide à cuisiner. Chez elle, elle devait toujours cuisiner et faire ses recherches seule, car son père était trop occupé pour l'aider et la plupart des gens la trouvaient bizarre. Le fait que Rogier et ses chevaliers soient si enthousiastes à l'idée de l'aider est donc un changement agréable. Une fois que les chevaliers ont repositionné le poisson, Rogier se prépare à le décapiter, mais avant de passer à l'action, il demande à Melf s'il y a quelque chose dont il doit tenir compte. Elle lui répond qu'il vaudrait mieux qu'il commence à l'endroit où il a poignardé précédemment et qu'il coupe en diagonale vers les branchies. C'est un angle difficile pour décapiter une créature, mais Rogier est le meilleur des meilleurs lorsqu'il s'agit de manier une lame, donc cela ne lui pose aucun problème. Melf est impressionné par la précision avec laquelle Rogier a réussi à couper le poisson, laissant toute la chair intacte, et les autres chevaliers sont tout aussi impressionnés qu'elle. Plus tard, ils retournent à la forteresse, où Zef vient de finir d'installer tout ce dont ils auront besoin pour cuisiner le poisson. Il s'excuse pour le désagrément, mais explique qu'ils devront cuisiner à l'extérieur, car la cuisine de la forteresse n'est pas assez grande. Cependant, Melf ne s'en soucie pas, car cela facilitera le nettoyage après coup. Elle souhaite d'abord retirer la peau et les écailles du poisson, et demande si quelqu'un a déjà fait cela auparavant. Un chevalier nommé Ambry lève la main et lui dit qu'il devrait pouvoir s'en charger. Melf le remercie de se porter volontaire, et quelques instants plus tard, Ambry commence à découper la peau du poisson. Cela demande un peu d'effort, mais Ambry fait un travail impeccable, si bien qu'il ne reste pas un seul morceau de chair sur la peau du poisson. Maintenant que la chair est préparée, il est temps de commencer la cuisson. Melf prépare 2 casseroles d'huile bouillante, l'une à une température plus basse que l'autre, et elle prévoit de faire frire la chair en 2 étapes pour obtenir le meilleur résultat possible. Rogier n'a jamais entendu parler de cette méthode de cuisson, mais il a vraiment envie de participer, alors il demande à Melf s'il peut l'aider. Elle ne s'attendait pas à ce que Rogier s'intéresse au processus de cuisson, mais comme il veut aider, elle lui demande de surveiller la température de la casserole d'huile la plus chaude, tout en lui recommandant de faire attention à ne pas se brûler. Pendant ce temps, elle commence à préparer la pâte, ce qui est assez simple. Normalement,
Elle ajouterait des œufs, mais comme ils n'en ont pas, elle se contente de mélanger de l'eau, de la farine et des épices. Ensuite, il trempe les morceaux de viande de Xana dans la pâte et commence à les faire frire dans la casserole d'huile la moins chaude. Le poisson sera laissé à frire jusqu'à ce qu'il soit doré, puis il sera retiré à l'aide d'une louche en bois perforé. Enfin, ils termineront en faisant frire les morceaux de poisson dans l'huile plus chaude pour obtenir un extérieur croustillant tout en laissant l'intérieur moelleux. Une fois la première fournée terminée, Melf en sert à Rogier tandis que les autres chevaliers suivent ses instructions et commencent à cuire le reste du poisson. Rogier a également essayé d'en préparer une fournée, car il voulait participer, mais il a un peu raté son coup et son poisson a fini par brûler. Melf lui dit de ne pas s'inquiéter, car peu de gens y parviennent du premier coup, et que sa fournée est toujours comestible, même si elle est peut-être un peu sèche. Pour lui montrer que ce n'est vraiment pas grave, elle lui demande de lui donner un de ses morceaux à goûter. Au début, Rogier hésite, car il ne veut pas donner à Melf une nourriture de si mauvaise qualité, mais elle insiste pour la manger, car c'est lui qui l'a préparée. De plus, ses mains sont encore toutes collantes à cause de la préparation, elle ne peut donc pas vraiment manger toute seule. Melf ouvre la bouche pour que Rogier la nourrisse, mais comme les morceaux sont encore assez chauds, elle lui demande de souffler dessus avant de les mettre dans sa bouche. Rogier comprend, souffle donc délicatement sur le poisson, et après s'être assuré qu'il n'est pas trop chaud, le donne à Melf pour qu'elle puisse le goûter. Elle est agréablement surprise par la texture moelleuse de la chair séchée du poisson, et Rogier est surpris d'apprendre que sa tentative culinaire ratée a en fait bon goût. Il goûte à son tour et l'apprécie également beaucoup. Il goûte ensuite les poissons moelleux, et Melf adore leur texture fondante, mais elle a aussi beaucoup aimé les poissons secs moelleux, elle ne sait donc pas quelle version préparer. Rogier suggère de préparer les deux, car les chevaliers auront forcément des avis divergents sur la meilleure version, il prépare donc beaucoup de poissons secs et moelleux. Comme prévu, plusieurs chevaliers semblent vraiment apprécier la version sèche de Rogier, et comme elle contient moins d'humidité, elle pourrait même être emportée en mission comme ration alimentaire. Elle n'avait même pas envisagé à quel point il serait utile d'avoir du poisson sec, alors elle remercie Rogier de lui avoir ouvert les yeux, mais il estime qu'il ne mérite pas d'éloge, car c'était un pur hasard. Il demande à Melf si elle va bien, car elle est restée debout toute la matinée, mais elle répond qu'elle va bien et qu'elle s'est beaucoup amusée avec Rogier à ses côtés. Rogier est heureux de l'entendre, mais il remarque alors que quelques chevaliers transportent des plats à l'intérieur et demande pourquoi les tables ne sont pas dressées à l'extérieur. Melf explique qu'elle a demandé au chef de préparer du pain et des légumes pour accompagner le poisson, et qu'ils ont donc tout installé dans la grande salle. Melf dit ensuite à Rogier de s'y rendre, car aucun des autres chevaliers ne commencera à manger avant son arrivée. Rogier comprend, mais il demande pourquoi Melf ne l'accompagne pas. Elle lui répond qu'elle le rejoindra dès qu'elle aura fini de jeter l'huile qu'ils ont utilisée. Il ne veut toujours pas partir, mais Mulan finit par l'entraîner avec lui. Une fois qu'ils sont partis, Melf commence à éteindre le feu de bois qui a été utilisé. Elle se sent un peu coupable d'avoir obligé Rogier à faire cet effort, car même s'il dit qu'il est heureux de l'aider, il est important pour lui de se reposer suffisamment, et elle ne voulait pas lui demander de l'aider à nettoyer également. À ce moment-là, Zeph et Ambry arrivent et proposent d'aider Melf à finir le nettoyage le plus vite possible afin qu'ils puissent tous profiter d'un merveilleux repas ensemble. Melf leur est reconnaissante de leur aide, et puisqu'ils sont là, elle leur demande s'ils veulent goûter ceci. Zeph et Ambry regardent le bol qu'elle tient. Il semble contenir de la viande de ventre de Xana, mais elle semble un peu différente des autres lots. Melf explique qu'il s'agit de la viande du ventre du Xana, qui ne convient pas pour être frite, et qu'elle ne voulait donc pas la servir aux chevaliers plus tôt, mais qu'elle souhaite avoir leur avis à ce sujet. Ils en goûtent tous les deux et sont ravis de son bon goût, même si Ambry dit qu'elle serait encore meilleure accompagnée d'un peu de jus de fruits acidulé. Zeph fait remarquer qu'un panier de fruits a été préparé pour le petit déjeuner dans la salle à manger, et qu'il pourrait donc y trouver du jus. Melf est ravie que la viande du ventre ne soit pas gaspillée, et demande à Zeph et Ambry de se dépêcher de l'accompagner dans la salle à manger avant que tous les fruits ne soient mangés. Une fois arrivés dans la salle, Melf trouve tous les chevaliers en train de savourer leur repas, et dès que Rogier la remarque, il l'invite à s'asseoir à côté de lui. Quelques instants plus tard, Zeph arrive avec les fruits dont il parlait et explique à Melf qu'il s'agit de dabo, dont le jus est très acide. Melf en verse un peu sur son poisson pour goûter la combinaison, et est ravi de constater à quel point les saveurs se marient bien. Rogier voit la joie sur son visage et se demande si c'est vraiment si bon. Melf lui en propose et lui demande s'il aime les aliments acides, mais Rogier n'a jamais vraiment goûté d'aliments acides auparavant, il ne sait donc pas quel goût cela a. Il est prêt à essayer, mais dès que le mélange poisson-jus touche ses papilles gustatives, son visage se crispe car l'acidité est bien pire qu'il ne l'imaginait. Il ne veut pas blesser Melf en lui disant qu'il n'aime pas ça, mais elle le devine à son expression, alors elle se fait une note mentale d'éviter les saveurs acides lorsqu'elle lui servira à manger à l'avenir. Une fois le petit déjeuner terminé, il est temps pour eux de reprendre leur voyage vers le château de Galbrette. Rogier demande donc à tout le monde de remonter sur leur dragon, et ils s'envolent tous.
C'était la fin de l'épisode 6. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.